Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire un petit point sur le Giro qui s'élancera dans un mois, un petit peu moins même, d'ici quelques jours. Donc on s'en rapproche très très rapidement de ce premier grand tour de la saison. Et on va se poser une question, qui pour battre Tadej Pogacar? Actuellement, personne, mais on va un petit peu analyser son début de saison, ses objectifs, qui vont être ses adversaires et pourquoi le parcours est taillé pour lui. Donc, Tadej Pogacar, depuis ce début de saison, c'est quand même du très très lourd avec une victoire en solitaire sur l'Estrade Bianche où il a dominé la concurrence en attaquant à plus de 80 km de l'arrivée. Une troisième place sur Milan-San Remo, mais c'est derrière deux sprinters, c'est deux copains d'ailleurs, Jasper Philipsen et notre ami Michael Matthews. Donc troisième place, mais il a balancé des attaques de partout dans le podio. Malheureusement, on a eu un énorme Van Der Poel qui a mené pour la victoire de Jasper Philipsen. Donc c'est quand même une très très belle troisième place. Et ensuite un Tour de Catalogne qu'il a dominé de la tête et des épaules. Deuxième place à Sant Feliu de Guixols, mais face à la superbe attaque des coureurs de l'équipe Israël, il a lancé peut-être un peu trop tard, il s'est fait surprendre, c'est assez rare, mais après victoire à Valter 2000, victoire également sur la troisième étape, ensuite deux étapes qui étaient pour les sprinters, où il a terminé dans le peloton tranquillement, et victoire à Keralt sur l'avant-dernière étape, là aussi en attaquant de très loin et en solitaire, et victoire au sprint, cette fois-ci sur la dernière à Barcelone. Il a remporté donc tous les classements, sauf le classement du maillot blanc, puisque il n'est plus éligible cette année dans ce classement des meilleurs jeunes, mais il a remporté le général avec 3 minutes 40 d'avance sur Egan Bernal, sur Mikel Landa, et 5 minutes sur Egan Bernal, des écarts énormes, hein. Jamais on a vu ça sur le Tour de Catalogne, et à Valter 2000 hein, aussi, c'est assez rare de voir un coureur s'imposer avec autant d'avance, donc il a été quand même très très dominant, puisqu'il met le 10e Fortunato, le coureur de Astana, à plus de 7 minutes 27, donc des écarts quand même assez énormes, presque digne d'un grand tour, j'ai envie de vous dire. Et avec toutes ces victoires de la semaine et ses performances à chaque fois, il a quand même pris 51 secondes de bonification en une semaine. C'est assez énorme. Donc forcément, il est le candidat numéro 1 pour le Giro, pour remporter ce Giro qu'il n'a jamais disputé d'ailleurs, Tadej Pogacar. Il avait disputé la Vuelta en 2019 où il était un petit peu... il s'était révélé aux yeux du grand public, où il était allé chercher 3 victoires d'étape et la 3e place du classement général. Donc très intéressant. Et on va un petit peu regarder, même si les start lists ne sont pas encore 100% officiels, on a quand même les coureurs qui devraient se retrouver face à Tadej Pogacar. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de gros noms comme ça qui nous font rêver, puisque les leaders qui pour le moment sont affichés, on aurait visiblement Ben O'Connor, mais qui certes peut faire un bon début de saison, mais pour rivaliser sur 3 semaines avec Tadej, ça va quand même être compliqué. Pour moi, Ben O'Connor, c'est un très très bon coureur sur une semaine. Sur 3 semaines, c'est un peu plus juste. Ensuite, on aurait éventuellement Caruso pour la Bahreïn, mais Caruso est très vieux. Il y a Tiberi aussi, qui n'a pas été mauvais sur le Tour de Catalogne, mais très irrégulier. Labora qui serait avec Bourman, Martinez ou Lennart Kemna. Là aussi, c'est quand même assez juste. Hugh Carty côté Education First, Easy Post, c'est toujours très compliqué pour Hugh Carty, hein, depuis sa Vuelta en 2020. On sent que derrière ça plafonne un petit peu pour le Britannique. L'équipe Ineos qui n'a pas annoncé non plus du très très lourd, mais ça serait Geraint Thomas, visiblement pressenti avec Thymen Arensman. Thomas qui fait l'année dernière un excellent Giro, mais pour le moment on l'a pas vu Geraint Thomas depuis le début de la saison, bon, comme souvent quand il prépare un objectif, donc on va pas compter là-dessus, mais il se fait vieux Geraint Thomas, et face à Pogacar ça n'a jamais été son plus grand rival. Ensuite on aurait éventuellement l'équipe Visma, mais qui viendrait avec Kian Uijtdebroeks ou Kelderman. Uijtdebroeks que je trouve pas non plus
tranchant depuis le début de saison chez Visma. Kelderman, on connaît ses limites aussi. On aurait Quintana pour la Movistar, mais qui revient cette saison et qui n'est pas non plus exceptionnel. La Lidl Trek qui avait annoncé Tao Geoghenaert, mais qui est tombé sur le Tour du Pays Basque, donc qui pour le moment n'est pas sûr de participer, s'est remis en question, et il n'avait pas joué depuis le Giro l'année dernière où il était très en forme, mais il a repris timidement cette saison avec une 12e place au Tour de l'Algarve, 29e à Tirreno, donc on n'a pas encore retrouvé le grand Tao Geoghenaert qui, mine de rien, va bientôt se rapprocher des 30 ans. L'équipe Soudal, pour le général, personne. Même si on a annoncé du Alaphilippe, du Vance Venante, c'est pas ces mecs-là qui vont rivaliser au général. L'équipe DSM Firmenich avec Romain Bardet et Max Poul, ça peut être intéressant, mais là aussi, face à Pogacar, c'est quand même un autre niveau. La Jayco Alula avec Dunbar et Plape, là aussi, c'est quand même très limité. Et on retrouve pas non plus d'autres coureurs énormes, sachant qu'on annonce quand même du Jevarin, du Domen Novak, du Michael Bier, du Groschartner, du Maika pour aider Tadej Pogacar. Pour moi, il semble intouchable. Après, on le sait, on peut avoir une chute, on peut avoir une maladie, plein de choses qui peuvent remettre en question, mais Tadej Pogacar est quand même assez... semble intouchable sur ça, sachant qu'il marche souvent très bien sur les routes italiennes, même si il n'a jamais fait le Giro, souvent bien placé dans les finales de Milan-San Remo. On connaît ses qualités sur le Tour de Lombardie, puisqu'il a remporté les 3 derniers consécutivement, et il arrive quand même très très frais, puisque sa seule course qu'il fera avant le Giro, ça sera Liège-Bastogne-Liège. Attention quand même, on se rappelle de sa chute l'année dernière qui lui avait coûté tout simplement une préparation pour le Tour de France et peut-être la victoire, mais ça on le saura jamais. Donc attention quand même pour Tadej, même si c'est un coureur qui ne tombe pas souvent, qui n'est pas non plus le plus malade, etc. Attention quand même avec ce Liège qui est quand même assez piégeux depuis 2-3 ans. On a souvent de sacrées chutes qui mettent des coureurs hors de portée, j'ai envie de dire. Sur le Giro, on aura la première étape le 4 mai pour le coup, avec une arrivée du côté de Turin. Le final a été remodifié il y a quelques jours avec l'ajout du San Vito dans le final. Une ascension qui va être très très intéressante, puisque c'est un tout petit mur qui est situé seulement à 3 km de l'arrivée, donc ça va piquer, sachant que c'était une étape quand même assez énergique, on peut le dire, une étape assez énergique, donc Tadej Pogacar pourrait potentiellement prendre le maillot dès cette première étape, et pourquoi pas le garder pendant 21 jours. On sait que c'est un coureur qui adore les records, qui adore aller repousser un peu plus les records, aller repousser un petit peu plus les limites. Attention, pourquoi pas faire les 21 jours de ce Giro en rose. La deuxième étape, là aussi, le dimanche, on aura une étape propice, peut-être à Pogacar, puisqu'on aura une arrivée du côté du Santuaro di Europa. Grosse ascension, sèche dans le final, mais on aura eu quelques petites bosses avant, donc là aussi c'est parfait pour Tadej Pogacar, puisqu'on est sur du 6% de moyenne sur 12 km. C'est un col qui lui correspond parfaitement, on connaît les capacités de Tadej. On aura quelques journées assez sympathiques, et on aura un contre-la-montre individuel de 38,5 km lors de la 7e étape, donc au bout d'une semaine de course. Déjà, pour faire des écarts ce contre-la-montre, on le sait, Tadej est quand même très très costaud en chrono, même si l'année dernière, sur le Tour, il était tombé face à un Vingegaard stratosphérique. Là, clairement, ça va être le favori numéro 1 sur ce chrono de 38,5 km, avec un final assez piégeux, mais ça correspond sans souci à ses capacités techniques à Tadej Pogacar, qui est un excellent rouleur, excellent puncher, il sait tout faire, on l'a même vu remporter la dernière étape au sprint.
Au niveau des étapes de montagne, le lendemain, on aura une arrivée du côté de Prati di Chivo, étape assez énergique, pas très longue, mais avec énormément de bosses, quasiment pas un mètre de plat sur l'étape, et un final très régulier de quasiment 15 km à 7% de pente moyenne. Ça montre vraiment toute la difficulté de cette première partie, où on peut avoir un Tadej Pogačar après 8 étapes qui peut pas avoir la course gagnée, mais presque, et peut-être gérer justement dans la deuxième partie de ce Giro, avec une équipe, comme je l'ai annoncé, qui pour le moment est la seule équipe plus ou moins complète annoncée, qui pourrait être justement en position très favorable de remporter déjà ce Giro, et de pouvoir gérer justement pour s'économiser pour le Tour de France. Donc ça peut être intéressant. Il y aura quelques étapes pièges et on retrouvera un autre contre-la-montre de 31 km lors de la 14e étape. Donc une semaine encore après, avant d'attaquer. La dernière semaine toujours très difficile sur le Giro, puisque c'est la semaine où on a toutes les étapes de montagne, notamment avec les Alpes, qui font très très mal. Pour la 15e étape, ça sera une arrivée du côté de Livigno et un final qui promet, puisque on aura le Passo di Foscagno et ses 15 km avec une toute petite descente, et on reprendra un final avec 5 km à 8% de moyenne, sachant qu'on aura déjà fait le Mortirolo dans le début d'étape. Ça annonce là aussi une très très belle bataille. Même si, encore une fois, sur ce type d'étape, je vois pas qui peut battre Pogačar, que ce soit dans une arrivée en petit comité ou s'il attaque de loin. Donc ça sera intéressant. L'étape d'après, on aura le passage du Stelvio, mais malheureusement, ça sera qu'en début d'étape. Donc malheureusement, Stelvio en début d'étape et un final assez bizarre pour arriver jusqu'à Santa Cristina Valgardena. Ça va être assez étonnant visiblement, avec le final long, mais sans trop de pourcentage. On enchaînera ensuite avec une arrivée du côté du Passo del Broncon, si on prononce bien. Ça, c'est une très très grosse étape, avec d'entrée le Passo Sella en début d'étape, le Passo Rollet, le Passo Gobera, le Passo Broncon, 2 fois à effectuer dans le final. Donc ça s'annonce quand même très 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 difficile et très très intense cette étape, avec quasiment là aussi pas un mètre de plat. Mais malheureusement, je pense que vu le début de Giro et vu le niveau en tout cas que Tadej Pogačar a actuellement par rapport à ses potentiels adversaires, je pense que le suspense sera déjà tué, et il aura encore quelques étapes pour se montrer, notamment la 19e qui arrivera du côté de Sappada, avec là aussi un final assez bizarre. C'est typiquement une étape qui peut profiter à des échappés, mais qui ne permettra pas, je pense, une énorme bataille entre les favoris. Et la veille de l'arrivée, on aura une arrivée à Bassano del Grappa. Là, c'est une étape typée montagne, c'est l'étape de la veille de l'arrivée, mais une arrivée en descente avec le Monte Grappa à effectuer 2 fois. Monte Grappa 18 km à 8,1%. Mais derrière, il y a quand même une grosse descente. Il y a plus de 30 km de descente, avec en plus un petit coup de cul en plein milieu. Donc ça risque de refroidir peut-être les coureurs. Et la 21e et dernière étape du côté de Rome, ça sera une arrivée encore une fois comme l'année dernière, typée sprinter visiblement. Mais Tadej Pogačar devrait, je pense, remporter ce tour. Pour moi, très honnêtement, je vois pas qui peut battre Tadej Pogačar. Quoi, par contre, ça pourrait être une chute ou une maladie, mais je vois pas un coureur, même si tactiquement c'est impeccable, le battre. Il a l'air d'avoir vraiment l'équipe la plus forte avec lui, et surtout en termes d'expérience, d'intelligence de course et de palmarès, il va aussi avoir un avantage sur ses adversaires.
qui ne vont peut-être pas savoir comment le battre, parce que on n'a pas un coureur qui peut se dire j'attends le chrono face à Tadej Pogacar, parce que sur les 2 chronos, il va être meilleur que ses adversaires à mon avis. Peut-être pas que Geraint Thomas, mais pour moi Geraint Thomas risque d'exploser sur des efforts courts justement. En termes de punch, il y a très peu de monde qui peut venir battre Tadej Pogacar. On l'a vu l'année dernière sur les Ardennaises. On n'a pas quelqu'un qui peut se dire je suis meilleur grimpeur que lui, parce que à part Vingegaard, actuellement personne grimpe peut-être comme Tadej Pogacar. Et même en cas d'arrivée en petit comité, il n'y a pas grand monde qui peut dire je peux le battre. On l'a vu sur la dernière étape du Tour de Catalogne, il a aligné tout le monde au sprint. Donc il va faire peur à beaucoup de coureurs, et peut-être que certains leaders vont prendre le départ du Giro en ayant pour objectif la 2e ou 3e place, mais en tout cas en jouant le podium et pas en jouant la victoire. Donc ça va être assez particulier. Pour moi, c'est une voie royale. Malheureusement, j'ai envie de dire, c'est un coureur que j'adore, Tadej Pogacar. Je pense que vous aussi. Mais on risque de ne pas avoir beaucoup de spectacles sur ce Giro. Le parcours est assez fade, je trouve. Je ne suis pas très fan de ce parcours. On a vu que dans l'histoire récente, c'était très compliqué d'enchaîner quand même les doublés Giro Tour de France. Les derniers qui ont bien brillé, mais sans le remporter, on va citer, c'était pour moi en 2018, et c'était Chris Froome qui avait remporté le Giro et qui termine 3e, et Tom Dumoulin qui avait terminé second et qui termine également second du Tour de France. C'était bon, après c'était assez contrôlé, assez verrouillé aussi. Mais sinon, le dernier coureur en date qu'il a fait, c'est Marco Pantani, et ça remonte à 98, donc ça commence à dater, mais cette année, ça peut clairement être l'année pour Tadej Pogacar. On l'a vu, adversité très faible sur le Giro. On a une équipe Jumbo qui est décimée par la malchance après l'excellente saison de l'année dernière. Jonas Vingegaard est quand même convalescent, ça ressemble très fortement à Tadej Pogacar l'année dernière, mais la blessure de Jonas Vingegaard est quand même pour moi plus grave. Il y a également la blessure de Remco Evenepoel, un Primoz Roglic qui certes est en forme, mais on sait quand même que Tadej Pogacar a l'avantage psychologique. Donc ça va être assez compliqué, je pense, pour moi, de l'empêcher de faire le doublé. Il devrait aussi peut-être rivaliser avec Mathieu Van Der Poel sur Liège dans les prochains jours. On va l'avoir en fin de saison sur le Lombardie. Et peut-être champion du monde. Ça pourrait être une saison quand même assez stratosphérique pour Tadej Pogacar s'il venait à remporter 2 monuments, un championnat du monde et faire le doublé Giro Tour. Ça serait exceptionnel. Donc à voir, s'il a de l'avance sur le Giro, il pourra peut-être gérer son état de forme, attaquer le Tour de France très fort, sachant qu'il y a des grosses étapes d'entrée. Donc pourquoi pas essayer d'entrer, tuer un petit peu ses adversaires qui auront du mal à être mis. Je pense à Remco, je pense surtout à Jonas Vingegaard, qui est pour moi le plus gros adversaire de Tadej Pogacar, puisque Remco Evenepoel n'a pas d'expérience sur le Tour de France. Primoz Roglic en a, mais il est un peu plus vieillissant, et on sent que c'est pas non plus du grand Roglic cette année. On sait que c'est aussi un coureur qui joue et avec énormément de malchance, et comme j'ai dit, Tadej a l'avantage. Donc ça va être très compliqué, sachant que le collectif UAE, par contre, est très armé. Après, on l'a vu, on n'est pas à l'abri de mauvaises nouvelles concernant tous les coureurs. Et Tadej Pogacar, on l'a bien vu l'année dernière, hein, une chute, une blessure, une maladie, ça peut arriver très vite. Donc la saison est très longue, mais pour l'instant, clairement pour moi, Tadej Pogacar est favori pour le doublé Giro Tour, de par la faible adversité du Giro et de par l'état de forme du moins de ses adversaires. Donc voilà un petit peu, j'espère que cette vidéo était intéressante pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et si vous voulez un peu plus de ce genre de vidéo d'analyse, je pense que j'en ferai une avant le Giro pour représenter plus en détail tout le parcours, tous les favoris une fois que la liste de départ officielle sera publiée, et on refera un point juste avant le Giro aussi pour l'état de forme de tous ces coureurs. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je vous dis à la prochaine les gars, portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye.